Les informés du matin, ravi de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 9h30. Renaud Dely, évidemment, est à mes côtés. Ça ne change pas. Alix Bouillaguet est là également, éditorialiste politique à France Info, Canal 27. Bonjour Alix. Marc. Bruno Dive, éditorialiste à Sud-Ouest. Bienvenue également, Bruno. Et Camille Magnard, rédaction internationale de Radio France, tout simplement parce qu'on va faire dans quelques instants un point sur la situation en Ukraine, comme nous le faisons chaque matin à cette heure-ci. On va d'ailleurs le faire avec vous. Tout d'abord, Renaud Dely. Oui, avec une situation donc qui ne s'arrange pas, c'est moins qu'on peut dire, puisque les bombardements ont continué tout le week-end sur la plupart des grandes villes du pays, d'ailleurs y compris à l'ouest, y compris dans l'ouest du pays. On est aussi très inquiet quant à la situation de Mariupol, ce grand port du sud-est qui est assiégé depuis maintenant de nombreux jours et qui est assiégé sous les bombes lui aussi. Il y a eu aussi ce week-end la mort d'un journaliste américain, Brent Renaud, et un autre qui a été blessé du côté d'Irpin, à la lisière nord-ouest de Kiev. Une situation qui nourrit le pessimisme du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était l'invité de France Info hier. Il y a une constatation qu'il faut faire, c'est que nulle part en Ukraine aujourd'hui on est à l'abri des bombes. Et que l'attaque des forces russes est globale sur l'ensemble du territoire. Nous sommes devant un mur, une logique de siège qui risque de durer longtemps, si bien que devant cette situation, je pense que le pire est encore devant nous. Et personne en Ukraine aujourd'hui n'est à l'abri des bombes, dit le patron de la diplomatie française, Camille Magnard. On en a eu la démonstration hier avec cette frappe russe tout à l'ouest de l'Ukraine sur une base militaire donc qui abrite de l'armement en provenance des pays occidentaux, armement qui ensuite doit être dispatché à travers le pays. Frappe qui a eu lieu à une petite vingtaine de kilomètres seulement de la Pologne, donc de l'Europe et de l'OTAN. C'est ça, et c'est vraiment un message très fort envoyé au-delà de toutes les destructions et des morts. On parle de 35 morts, les Russes parlent, eux, de 180 morts, et ils expliquent qu'il y a des mercenaires étrangers qui ont été visés sur cette base. Bon, les chiffres ukrainiens, ceux que l'on admet communément, parlent de 35 morts chez nous. C'est un site clairement important, c'est sur la route, vraiment, vous l'avez dit, une vingtaine de kilomètres, et le message qui est très fort qui est envoyé, c'est voilà, aucune zone d'Ukraine n'est épargnée, et les Russes peuvent frapper tout près vraiment de l'OTAN, de la Pologne et aussi bien sûr des positions militaires américaines qui sont déployées là-bas. Alors l'Amérique justement, l'autre information nous vient cette nuit de la presse américaine, CNN et New York Times en tête, qui sont des journaux sérieux aux États-Unis évidemment, et qui nous disent que la Russie a demandé ces derniers jours l'aide militaire de la Chine qui pour l'instant ne dit rien, ne confirme pas ces informations de la presse américaine. Oui, qui dément même l'ambassadeur chinois aux États-Unis dément ces informations. Il n'a pas entendu parler de ça, en tout cas, d'une demande qui aurait été faite donc par la Russie d'aide militaire, d'envoi d'armes par la Chine. Pour l'instant, c'est vraiment la Maison-Blanche qui communique là-dessus. Dans la presse, il y a une rencontre qui est prévue aujourd'hui à Rome entre l'un des chefs de la délégation de la diplomatie américaine avec donc le ministre des Affaires étrangères chinois. Ils vont parler de ça. On sent bien sûr qu'il y a des choses qui se mettent en place avant cette rencontre, et les Américains disent à la Chine clairement, si vous aidez vraiment la Russie, il y aura des répercussions importantes, et beaucoup d'experts nous expliquent aujourd'hui que la Chine, qui avait une position, vous l'avez dit, plutôt en retrait et ne voulait pas trop affirmer de soutien clair à la Russie, pourrait, en tout cas, aurait beaucoup à perdre dans ce mouvement-là, qui irait beaucoup plus loin de livrer des armes à la Russie, notamment dans ses relations commerciales avec l'Europe, que la Chine, pour l'instant, on a l'impression, a plutôt envie de préserver. Il y a également un nom qui revient ce matin dans l'actualité. Il s'appelle Kadyrov. Vous pouvez nous rappeler qui est cet homme et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est le président de la République autonome de Tchétchénie. Mais qui n'a de république que le nom. Oui, voilà, qui est qui fait partie de la Russie. Rappelons-le, c'est pas un pays indépendant. Kadyrov est très puissant. Il se donne beaucoup d'importance, en tout cas en Russie, avec notamment ses forces armées qui sont déployées en Ukraine. On ne sait pas à quel point. Il y a eu beaucoup de communications et de vidéos qui ont été publiées par ces hommes de Kadyrov qui ont une réputation vraiment sanguinaire. Surnommé le boucher tchétchène. Voilà, exactement, et qui est arrivé au pouvoir après, bien sûr, la guerre en Tchétchénie. Il dit, lui, être sur place. Il y a une vidéo qui a été publiée par la télévision tchétchène. On ne peut pas vraiment authentifier cette vidéo et dire qu'il est en Ukraine. C'est ce qu'il dit, lui. Après, il y a beaucoup de précautions à avoir là-dessus, parce que même les médias russes le disent depuis des mois.
Kadyrov a son propre agenda. Il essaye de se mettre en avant et de montrer qu'il a beaucoup de puissance et de pouvoir au-delà même de la Tchétchénie. Et même le Kremlin s'en méfie parce qu'il commence à prendre beaucoup de place. Camille Magnard, vous restez avec nous. On va en parler dans un instant de tous les sujets que vous avez abordés dans ce point sur la situation en Ukraine avec Renaud Dely, avec Bruno Dive, avec Alix Bouilléguet, bien évidemment. Également, il est 9h11. D'abord, le fil info avec Maureen Suignard. 2 jours de visite en Corse pour Gérald Darmanin, mercredi et jeudi, pour ouvrir un cycle de discussion avec les élus. Le ministre de l'Intérieur sur place, alors qu'hier des violences ont encore éclaté. Nouveau heure après l'agression en détention de l'assassin du préfet Erignac, l'indépendantiste Ivan Colonna, qui est toujours dans le coma. Les autorités ukrainiennes affirment ce matin qu'une frappe russe contre un immeuble résidentiel de Kiev a fait au moins 1 mort et 12 blessés. Malgré cela, les Ukrainiens et les Russes participent à des pourparlers encore ce matin. Des conséquences aussi économiques de la guerre, une croissance en baisse et une inflation en hausse, 2 tendances qui vont perdurer selon Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Et alors que les prix du carburant ont connu des pics ces derniers jours, des négociations entre les syndicats des transporteurs et le ministère des Transports sont prévues à Paris aujourd'hui. Mais ce matin, l'Union française des industries pétrolières nous confirme une tendance à la baisse qui va se traduire à la pompe pour les particuliers très prochainement. Fin de la plupart des restrictions liées au Covid en France. Le pass vaccinal est suspendu et il n'y a plus d'obligation de porter le masque à l'intérieur, à l'exception des transports et des établissements de santé. France Info. Les informés, Renaud Dely, Marc Fauvel. Bruno Dive, Sud-Ouest, on parlait de l'arrivée de la Chine dans ce dossier de la guerre ukrainienne. Qu'est-ce que ça pourrait changer ? Alors, il n'est pas sûr que la Chine arrive vraiment dans ce dossier. Tout ça est très, évidemment, très secret, très discret, mais ce qu'il apparaît, enfin c'est ce qu'on dit côté français, c'est que les Chinois n'ont pas du tout été ravis de cette initiative, de cette agression de la Russie contre l'Ukraine. On pense même qu'ils n'étaient pas vraiment informés de ce qui allait se passer. Vous savez que Poutine avait vu Xi Jinping au début des Jeux Olympiques de Pékin. On n'est pas sûr qu'il lui ait tout dit de ses intentions. Et ça, les Chinois n'aiment pas beaucoup ça parce qu'ils n'aiment pas d'abord ils n'aiment pas l'imprévu. Ils n'aiment pas non plus perdre la face. Et d'autre part, il y a la question économique qui est primordiale pour eux. Il est évident que cette guerre nuit au niveau mondial d'ailleurs aux intérêts économiques de tout le monde et donc des Chinois. Ça a été dit, ça entrave la route de la soie qui passe évidemment qui devait relier un certain nombre de pays, anciennement pays de l'Est, à la Chine. Cette route est aujourd'hui coupée, donc les Chinois ne sont pas ravis. Alors, est-ce qu'ils vont nous donner de l'armement ? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas intérêt à ce que cette guerre dure. Donc, soit ils aident la Russie pour qu'on en finisse au plus vite, soit ils s'abstiennent totalement. Moi, je pencherais plutôt à la seconde solution, mais je n'ai pas d'informations précises. Alix Bouilléguet. En fait, les Chinois, ils peuvent jouer un autre rôle et les Européens souhaiteraient qu'ils jouent celui-là, c'est-à-dire qu'ils soient au cœur des négociations et que finalement la Chine arrive à raisonner les Russes pour permettre de dénouer les négociations. Et c'est vrai que la Chine peut y voir un certain intérêt parce que finalement elle a plus d'intérêt économique avec l'Union européenne qu'avec les Russes. Donc ça peut être un effet levier. Donc effectivement la Chine se retrouve vraiment au cœur de tout ça. Tout en sachant qu'aujourd'hui Vladimir Poutine, on ne le voit pas reculer. Donc il n'y a pas beaucoup d'options. Soit c'est une entrée en guerre massive de tout le monde, j'ai l'impression que personne ne le souhaite. Soit effectivement il y a des sanctions de plus en plus massives qui sont données, c'est ce qui est en train d'être fait, mais c'est nécessaire, mais c'est pas ça qui fera reculer Poutine. Donc finalement, on en retombe aux négociations avec au milieu de tout ça les Chinois. Ça se bouscule un peu là pour être le négociateur en chef et pour être le faiseur de paix, puisqu'on a l'initiative israélienne turque qui tient la corde apparemment pour un possible sommet qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours, les prochaines semaines entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Si les Chinois rentrent dans le jeu, il y a la France bien sûr et l'Europe qui sont aussi aux avant-postes. Ça fait presque trop de monde pour négocier. Il y a également le pape François qui est en lien avec les églises orthodoxes. Donc ça fait un négociateur de plus, il ne faut pas le négliger. Renaud Dely. Le problème, effectivement, c'est de trouver le bon canal, si j'ose dire, pour entamer un dialogue fructueux avec Vladimir Poutine. Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs négociations parallèles ou des embryons de négociations ou de discussions avec des interlocuteurs qui eux-mêmes essayent donc de parler, de maintenir le lien avec Vladimir Poutine, à commencer d'ailleurs par Emmanuel Macron, avec encore un entretien à 3 avec Olaf Scholz, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ce week-end. Et pour autant, on voit bien que pour l'instant, il n'y a pas
un canal, si j'ose dire, qui a une efficacité, une influence quelconque sur Vladimir Poutine. Ce qui explique aussi un certain nombre d'événements que rappelait Camille Magnard qui sont produits ce week-end, c'est-à-dire que ce bombardement sur ce site à l'ouest de l'Ukraine, où visiblement des livraisons d'armes de l'Union européenne arriveraient justement, c'est un avertissement très clair. Et on revient là, on retombe là sur la fameuse ligne de crête sur laquelle sont aujourd'hui les Occidentaux et en particulier les Européens. Jusqu'où sont-ils considérés ou pas par Vladimir Poutine comme des belligérants? Donc cette initiative-là, c'est très clairement dans ce contexte-là une menace de Vladimir Poutine, et on voit bien qu'on cherche le bon canal, et en même temps on réfléchit à un 4e train de sanctions de l'Union européenne. Mais pour l'instant, ces sanctions, aussi légitimes soient-elles, ne semblent pas influer sur les décisions du président russe. Alix Bouillaguet et Bruno Dive. Non, mais on sent quand même que ça bouge un peu. Même Volodymyr Zelensky a commencé à envoyer des petits ballons d'essai sur le fait que, sur la neutralisation de l'Ukraine, et donc qui en clair veut dire que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. On sent qu'il est prêt à lâcher du lest, qu'il est aussi prêt à lâcher du lest. Il l'a dit assez clairement la semaine dernière dans une interview à ABC, en disant d'ailleurs qu'il le disait depuis plusieurs mois, mais que son message n'avait pas été très audible, que l'entrée dans l'OTAN n'était pas du tout une priorité pour lui aujourd'hui. C'est vraiment un message clair adressé à Vladimir Poutine pour le rassurer, également sur l'autonomie des 2 républiques séparatistes du Donbass, également sur la reconnaissance de l'appartenance de la Crimée à la Russie. Donc on voit que Zelensky il est en train de lâcher du lest. Le problème, c'est le rapport de force avec Vladimir Poutine. Et c'est surtout, est-ce qu'on peut encore convaincre aujourd'hui Vladimir Poutine? Est-ce qu'il n'est pas enfermé dans son système de pensée, complètement isolé? On peut considérer que ses conseillers n'osent plus rien lui dire. Visiblement, il était mal informé de la situation. Enfin, il pensait que la guerre en Ukraine serait une promenade de santé, si j'ose dire. On voit bien que ce n'est pas le cas, parce que personne n'ose rien lui dire. Donc la question est de savoir, alors c'est l'idée qu'on explique du gouvernement français, c'est de maintenir un canal ouvert avec Poutine pour guetter le moment, c'est-à-dire lui parler le plus souvent possible, c'est ce que fait Emmanuel Macron, pour guetter le moment où il y aura un semblant d'ouverture de sa part à la négociation ou à des concessions. Et les sanctions dont parlait Renaud viennent en appui, c'est-à-dire que c'est de l'amener au moment où il considérera que le coût de la guerre pour lui, pour son pays, est supérieur aux bénéfices qu'il espère en tirer. Garder la possibilité d'une main tendue. C'est un peu à double tranchant, parce qu'on ne sait pas à quel point Poutine est acculé aujourd'hui à discuter. Les Ukrainiens disent enfin les Russes ont l'air d'être prêts à parler et plus à fixer seulement des ultimatums et à poser leurs conditions. Il y a une espèce d'optimisme quand même autour de ces négociations, mais on ne sait pas à quel point justement Poutine est obligé de discuter et sur quoi, ou à quel point il est frustré de voir que ça n'avance pas sur le terrain, que son armée est un petit peu discréditée et que justement il pourrait être poussé à aller encore plus loin dans la fuite en avant et dans le jusqu'au boutisme. Renaud Dely. Ce qui renvoie évidemment au but de guerre poursuivi par Vladimir Poutine, qui est une interrogation avec des réponses fluctuantes au fil du temps. Si Volodymyr Zelensky a effectivement fait des signes, notamment sur le fait d'écarter une adhésion à l'OTAN ou sur le statut des 2 régions séparatistes du Donbass, pour autant, est-ce que ça répond vraiment aux préoccupations et aux intérêts de Vladimir Poutine, ou est-ce qu'au-delà, puisqu'on a entendu aussi ses discours, qui avaient aussi une vocation politique et de propagande, mais lorsqu'il évoque la dénazification du régime, lorsqu'il veut de toute évidence faire sauter le pouvoir en place à Kiev, et en l'occurrence le président Zelensky, ou lorsqu'il évoque aussi dans des grandes envolées historiques, il relie l'histoire, en tout cas à sa sauce, Vladimir Poutine, le fait que l'Ukraine et finalement la Russie, c'est le même pays, c'est le même peuple, et que donc l'Ukraine a vocation, selon lui, à être en quelque sorte démantelée, ou en tout cas absorbé par la Russie, on peut se demander s'il s'enfermera durablement dans cette logique-là, auquel cas, évidemment, il n'y a pas de solution diplomatique possible, ou si, comme vous le disiez à l'instant, Camille Magnard, on peut saisir, c'est aussi ce qu'évoquait Bruno Dive, un moment, j'allais dire, de lucidité, en tout cas de réalisme au regard des conséquences de cette guerre pour la Russie, pour obtenir quelque chose de Vladimir Poutine. Merci Camille Magnard, on vous remercie, on vous laisse. Merci d'être venu nous éclairer ce matin à la table des informés. On va passer au 2e thème du jour des informés dans un instant, la situation en Corse. Encore une manifestation hier à Bastia, encore des violences, ça a duré pendant 6 heures, 70 blessés à la sortie, 300 cocktails Molotov ont été récupérés avant cette manifestation. On va en parler dans un instant. Le temps du fil info à 9h20 avec Maureen Suignard. Après
Après 2 ans de pandémie de Covid, la France fait tomber le masque. Plus d'obligation de le porter en intérieur depuis ce matin. Il faut le garder encore dans les transports et les établissements de santé. Et moins de 2 mois après sa mise en place, le pass vaccinal est suspendu. La France et les États-Unis s'accordent pour mener de nouvelles sanctions contre la Russie au 19e jour de guerre en Ukraine. Des sanctions efficaces sur l'objectif qu'elles poursuivent, c'est-à-dire affaiblir l'économie des Russes et faire payer un prix à la guerre, selon Bruno Le Maire. Ce matin, le ministre de l'économie français n'exclut toujours pas la mise en place d'un embargo sur le gaz russe. Alors que les cours du pétrole sont à la baisse, Anne Hidalgo se dit en faveur d'un plafonnement du litre d'essence à 1,76 €. La candidate du Parti socialiste était l'invitée du 8h30 France Info ce matin. Hier, Jean Castex a annoncé une remise à la pompe de 15 centimes par litre de carburant à compter du 1er avril. Une victoire sous une pluie battante à Brest. Les Bretons écrasés par l'OM hier en clôture de la 28e journée de Ligue 1. 4-1. Marseille reprend sa place de dauphin du PSG. France Info. Les informés, Renaud Dely, Marc Fauvel. Et on parle de la Corse donc avec vous, Renaud Dely. Et oui, plus de 10 jours après l'agression dont a été victime Yvan Colonna, l'assassin du préfet Erignac, une nouvelle journée d'émeute, selon les termes du procureur de la République d'ailleurs hier à Bastia. Alors pourquoi ce retour de la violence? Que réclament ces manifestants qui versent dans la violence? Voici ce qu'en disait ce matin sur France Info Jean-Félix Acquaviva, qui est député nationaliste de Haute-Corse. Ces manifestations, cette colère de la jeunesse qui est large, qui est partagée, qui n'est pas le fait d'une minorité, elle vient encore une fois dire mais vous ne nous respectez pas. Respectez-nous, respectez les votes, respectez les décisions démocratiques et mettez-vous autour de la table pour discuter de notre avenir. Nous avons un problème d'accès au logement lié à la spéculation foncière immobilière. Comment on y répond? Le prix du carburant s'envole partout, mais encore plus en Corse à cause de l'insularité. Comment on va y répondre? C'est ça que dit notre jeunesse et c'est cela qu'il faut entendre aussi. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé ce matin qu'il se rendrait mercredi et jeudi en Corse pour ouvrir un cycle justement de discussion, de négociation. Mais peut-on vraiment discuter de façon apaisée dans un tel contexte? Bruno Dive. C'est difficile. Je pense que Gérald Darmanin a raison d'y aller. Il a raison de ne pas y aller tout de suite, d'attendre un petit peu peut-être que les tensions de ce week-end retombent. Alors il faut faire attention parce que tous les soirs, il y a des manifestations. D'habitude, c'était plutôt à Ajaccio. Là, c'était à Bastia. Moi, je suis un peu étonné d'entendre cet élu nationaliste, je crois, dire il faut écouter la jeunesse. Ils étaient 300 hier. Donc, ils ont fait beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts, en effet. Mais je ne suis pas sûr que ce soit représentatif de toute la jeunesse corse. Alors, peut-être qu'il y a un mal-être en Corse. Il y a toujours eu des difficultés, mais on voit bien que ce qui est arrivé à Jean-Yves Colonna, qui est Yvan Colonna, pardon, qui est scandaleux, évidemment. Mais on sent bien que c'est une sorte soit de détonateur à un malaise plus profond, dont je ne suis pas difficile à déterminer, je ne suis pas assez spécialiste, soit c'est un prétexte pour alimenter des violences, comme on en voit régulièrement en métropole, en marge de certaines manifestations ou pour de prétendues causes. Il y a toujours un certain nombre d'éléments perturbateurs qui déclenchent des violences. Alix Bouyaguet. Et le problème, c'est aussi négocier, c'est bien. Négocier sur quoi? On ne voit pas trop. C'est-à-dire qu'il y a la question des prisonniers dits politiques. C'est comme ça que les Corses les appellent. Par leur exactement. Partisans, oui. Une amnistie, c'est pas possible. Un rapprochement, c'est en train de se faire. Là, pour le coup, il y a une petite avancée. Puisque Jean Castex a levé le statut de détenu particulièrement sur les empêcher. Il y a aussi la reconnaissance d'un statut de résident corse qui pourrait permettre finalement d'avoir ce statut au bout de 5 ans et donc de construire, d'être propriétaire éventuellement, mais ça c'est une rupture d'égalité entre les territoires, donc c'est pas possible non plus. Il y a aussi la défense de la langue corse, donc ça serait de faire parité, c'est-à-dire que dans les services publics, dans les médias, dans les entreprises, voilà, tout soit à parité entre la langue corse et le français, ce qui semble aussi compliqué. Et puis ce serait aussi, le dernier point, c'est l'inscription de la Corse dans la Constitution. C'est un énorme chantier et c'est vrai qu'on ne voit pas trop les marges de manœuvre pour le gouvernement et le point de dialogue. Ça a déjà été essayé plusieurs fois. Souvenons-nous de la loi Jox, le statut Jox du temps des socialistes. Ils avaient déjà essayé de faire ça et ça avait été retoqué par le
Conseil constitutionnel, et ça avait été aussi une cause du divorce entre Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin il y a 20 ans. Renaud Dely, Gérald Darmanin arrive après-demain sur place. Il a quoi dans sa besace? Ce qui est fascinant, c'est que justement, et Bruno Dive le disait à l'instant, il y a un côté répétitif, comme un cycle, avec des revendications, des attentes que rappelait Alix Bouyaguet du côté corse, qui sont récurrentes effectivement depuis 30 ans. Pour l'instant, Gérald Darmanin, il n'a rien dans sa besace, si ce n'est le rappel à l'ordre, la fin des violences, etc. Il évoque l'ouverture d'un nouveau cycle de négociations inédit, dit-on du côté de la place Beauvau. Mais c'est vrai que si l'épisode Colonna, l'agression dont a été victime Yvan Colonna apparaît comme un détonateur, ce qui est fascinant, c'est que c'est une bonne partie d'une génération qui n'a pas connu Yvan Colonna, qui n'a pas connu cet événement, l'assassinat du préfet Erignac en 1998, qui a basculé dans la violence. Donc on voit bien que ce nom-là est devenu quand même symboliquement, au sein d'une frange de la population corse, bien, il a une audience, un écho qui est assez particulier, on peut s'interroger là-dessus. D'ailleurs, moi, je suis frappé du nombre d'habitants de Corse qui continuent de douter de la culpabilité d'Yvan Colonna, qui, rappelons-le, a été jugé à 3 reprises et condamné à 3 reprises. Or, il n'empêche qu'il y a toujours ce doute qui est instillé au sein de la population corse. Ce qui explique aussi justement ces violences de ces derniers jours. Et Bruno Dive a raison de rappeler que les revendications sont à peu près toujours les mêmes. Le peuple corse, composante du peuple français, c'était effectivement le statut Joxe de 1991, donc il y a plus de 30 ans, qui a été cassé par le Conseil constitutionnel. On se souvient ensuite en 2000 du cycle de négociation qui a échoué aussi sous Lionel Jospin et qui avait provoqué le départ de Jean-Pierre Chevènement. Et c'est d'autant plus, le contexte, et j'en termine, est d'autant plus inquiétant peut-être, me semble-t-il, que ce sont les autonomistes qui sont au pouvoir depuis 2015. C'est Gilles Simeone qui préside le conseil exécutif de la Corse. Ils ont remporté, en gros, lui-même d'Yvan Colonna. Ancien avocat d'Yvan Colonna. Ça veut dire que ce sont en l'occurrence des nationalistes modérés, si j'ose dire, des autonomistes qui sont au pouvoir et qui, si eux-mêmes n'ont pas suffisamment de choses, n'obtiennent pas suffisamment de choses de la part de l'État dans la négociation, risquent d'être dépassés. C'est un peu ce qui est en train de se produire par une base beaucoup plus violente. Et ils ont plus de pouvoir que les autres dans les autres régions françaises. Donc si ça ne va pas, il faut effectivement, on s'en prend à la collectivité territoriale. Sauf que la République a intérêt, me semble-t-il, à dialoguer avec ces élus qui sont des élus de la République pour éviter justement de se faire dépasser. Entre autonomistes sauf que je vais réussir à parler. Allez-y, Alix, imposez-vous. La seule femme sur ce plateau. Sauf que Gilles Simeone, il veut un statut d'autonomie renforcé, c'est-à-dire un transfert de compétences avec des pouvoirs pour légiférer. Sauf que ça, ce qu'il propose, c'est ça aussi, il faut réviser la Constitution. Donc, en fait, les solutions d'accord entre... Ça, c'est déjà vu, de réviser la Constitution. On a déjà révisé la Constitution pour l'état de siège. Une promesse de révision de la Constitution à 3 semaines d'un premier tour de l'élection présidentielle. Là, en revanche, ce serait sans doute plus inédit. Renaud Dely, ça n'engagerait pas forcément celui ou celle, si ce n'est pas Emmanuel Macron, qui gagnera le 24 avril prochain. Cela dit, il y aura d'autres propositions de révision de la Constitution qui seront faites d'ici le premier tour. Bruno Dive, la une de Sud-Ouest ce matin. Eh bien, c'est sur les carburants, avec la hausse des carburants dont on a parlé, et la nécessité, ça s'appelle contrainte de s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à cette hausse vertigineuse des carburants. Merci également à vous, Alix Bouyaguet, éditorialiste politique, France Info Canal 27, Renaud Dely. Les informés reviennent ce soir à 20h. D'ici là, très belle journée à tous.